Il pleut ce matin. Vous vous réveillez doucement en regardant la course des gouttes sur la fenêtre de votre chambre d'enfant. Votre première vision, quand vous ouvrez difficilement les yeux, sont les 2-3 posters d'astronautes que votre père a daigné vous faire cadeau. Ces temps-ci, il faut dire que l'argent ne tombe pas du ciel. Au contraire, il se fait plutôt rare. On est loin, très loin de cette immensité si vide et pourtant si pleine de merveilles dans lequel vous erriez joyeusement juste avant de vous réveiller. Un réveil brutal. La réalité est on ne peut plus décevante. Tout est bien différent depuis que vous avez quitté la Pennsylvanie, avec votre père et votre grand-père, le vétéran de guerre Job Zamperini. Le ciel, que vous parvenez à peine à distinguer parmi cette horde de nuages farouches, est morne, comme si Dieu lui-même avait déserté la région. Grand-père, lui, dort toujours. Enfin, en tout cas, il est toujours dans son lit. Son état est déplorable. Le sommeil ne lui vient plus, son corps le lâche, il ne peut même plus bouger. Il est temps d'aller le voir. Vous entrez dans sa chambre et apercevez votre grand-père dans son lit. Son corps est d'une raideur impressionnante. Seuls ses grands yeux bougent pour vous suivre du regard, comme s'il vous avait cherché toute la nuit. Vous lui dites bonjour, et comme d'habitude, il ne vous répond pas. Il ne parle plus depuis qu'il est paralysé. Papa travaillant toute la journée, c'est à vous de vous nourrir, vous ainsi que votre grand-père. Encore le même repas. Du pain quasiment rassis et des lentilles sortant d'une boîte de conserve. Après tout, ce n'est pas comme s'il y avait grand-chose d'autre à manger ici. Aujourd'hui est important. Votre grand-père va à nouveau partir à l'hôpital pour quelques semaines sûrement. Une énième tentative pour trouver la cause de ses maux. Les espoirs se raréfient, mais vous persistez à croire que ça ira mieux un jour. La matinée passe en un éclair. Il est déjà l'heure pour grand-père de partir. Les infirmiers sonnent déjà à la porte. « Nous venons pour monsieur Job Zamperini », annonce-t-il. Vous les accueillez et dites au revoir à votre grand-père. L'espace-temps semble se ralentir quand vous plongez votre regard dans le sien. On croirait apercevoir comme un instant de vigueur, un avertissement traversant son expression inquiète habituelle. Enfin, vous n'y prêtez pas tellement attention. Il est sûrement juste triste de partir loin de vous. Et c'est réciproque. Vous l'embrassez et lui souhaitez bon courage une dernière fois. Bien que vous sachiez qu'il reviendra dans quelques semaines, un sentiment indéfini à l'intérieur de votre inconscient vous indique que ce départ sonne étrangement plus comme un adieu qu'un au revoir, sans que vous arriviez clairement à vous l'expliquer. Vous n'avez pas le temps de finir votre questionnement intérieur que soudain, ça y est, il s'en va. L'orage continua toute la journée. Vous vous efforcez de fuir le tonnerre en vous enfouissant dans vos jeux et votre imagination. Il est 18h. Il fait déjà noir dehors. Vous êtes en train de lire votre livre préféré quand soudain, la maison se retrouve plongée dans le noir total. Très rapidement, un sentiment de malaise commence à vous envahir. Une coupure de courant, ce n'est jamais très amusant, surtout quand on est enfant. Dans un premier temps, vous êtes surpris. Vous ne savez pas trop quoi faire. Après un petit temps d'adaptation, vous reprenez votre courage à deux mains et commencez de manière un peu incertaine à chercher à l'aveugle votre table de nuit. Alléluia, votre vieille lampe torche est toujours là. Cet objet a une valeur spéciale pour vous, une aura réconfortante. Il est lié à tellement de souvenirs avec vos amis, comme les soirées pyjama où vous jouiez à Fais-moi peur, ou encore les sorties en forêt tard le soir, pour essayer d'apercevoir des sangliers et des hiboux. Ces amis sont loin maintenant. Vous ne les voyez plus depuis que vous avez déménagé ici, en Pennsylvanie. Vous êtes seul dans l'obscurité frémissante d'un soir d'hiver tempétueux, avec comme seule source d'apaisement ce vieux bâton de lumière. Il faut maintenant aller dans votre endroit préféré de la maison, la cave. C'est là que se trouve le disjoncteur.
Cet endroit ne serait pas aussi flippant que ça, s'il n'y avait pas ce courant d'air glacial, ou encore cette affreuse sensation d'être observé qui se présentait à chaque fois que vous le visitiez. Enfin bref, assez tergiversé. L'abysse humide et sordide que vous venez d'ouvrir ne vous inspire vraiment pas confiance. Ce n'est pas comme si ça avait déjà été le cas un jour, après tout. Un vent froid comme la mort vous frappe de plein fouet comme un train à pleine vitesse. Vos poils s'hérissent. Enfin, avec une grande réticence, vous prenez une grande inspiration et descendez les escaliers grimaçants du sous-sol. Cet escalier vous donne le vertige. Chacun de vos pas sur ces planches pourries paraît peser une dizaine de kilos à chaque marche franchie. Vous y posez à peine le pied par peur que le vieux bois cède et vous blesse. Vous vous dites, lentement mais sûrement. Vous arrivez enfin en bas de cet escalier maudit. La pièce dans laquelle vous venez de pénétrer est loin d'être accueillante. Les murs en béton couverts de fissures vous donnent l'impression d'être menacés. Le soupirail rouillé d'où provient la brise gelée est à moitié défoncé. Une multitude de cartons remplis de poussière et de taches, empilés à peu près les uns sur les autres, se tiennent ici et là, à attendre que les années passent. Au pied de ces colonnes, les cafards grouillent, cherchant à fuir la moindre lumière que vous créez avec votre lampe à travers la pénombre de ce lieu obscur. Vous essayez d'allumer l'interrupteur par désespoir, mais de toute évidence, rien ne marche. Il n'y a aucun générateur de secours. La seule lumière présente est donc celle de votre lampe torche, ainsi que celle passant par le soupirail qui provient des lampadaires dans la rue. Ça, ainsi qu'un petit point rouge clignotant, c'est le disjoncteur. Une épaisse vague de poussière jaillit du boîtier et vous déchire les poumons. Vous n'avez pas trop de mal à redémarrer l'alimentation de la maison. Papa vous a déjà montré une fois. Vous rétablissez enfin le courant. Une petite lampe rudimentaire attachée sommairement au plafond vous bénit désormais de sa faible lueur. C'est déjà ça, pensez-vous. L'endroit est maintenant un poil moins effrayant, bien qu'il y ait toujours ce sentiment perturbant, comme si une épée de Damoclès se tenait juste au-dessus de votre tête, prête à s'abattre à n'importe quel moment. C'est alors que vous sentez sur votre main, comme une chatouille, presque imperceptible, vous retournez votre main. C'est une gigantesque araignée qui court le long de votre bras. Dans le sursaut de votre surprise pas très agréable, vous avez malencontreusement lâché votre lampe torche, qui a roulé jusque dans le coin de la pièce, derrière toute la pile de cartons. Vous ne pouvez pas l'abandonner, elle est bien trop précieuse pour vous. Vous commencez donc à déplacer les cartons, afin d'atteindre l'objet. Un carton, puis deux, puis trois, chacun plus lourds les uns que les autres. Ils étaient tous ouverts, à croire que papa et grand-père n'ont jamais pris le temps de les emballer comme il faut. Certains contenaient des CD, d'autres des vieux vêtements, des fournitures de bureau ou encore des fardes très lourdes, contenant des milliers de documents quelconques. Ça dure un petit moment et demande pas mal d'énergie. Mais vous finissez par atteindre votre lampe. Vous déplacez le dernier carton, celui qui était le plus loin, à l'arrière de la pile. Vous manquez de justesse de le lancer en arrière, tant il est léger, bien plus léger que tous les autres. En le secouant, vous sentez comme un petit objet qui se blade d'un côté à l'autre de la caisse. Quelque chose vous intrigue. C'est le seul carton fermé. Et pas seulement fermé, il est scellé par des couches de scotch 10 fois plus épaisses que la boîte elle-même. Voilà qui est étrange. Vous saisissez votre lampe torche. Vous hésitez. Vous pourriez juste retourner vaquer à vos occupations dans votre chambre maintenant que l'électricité est de retour. Mais quelque chose d'insidieux, dans votre esprit, vous dit d'ouvrir la boîte. Juste pour voir ce que c'est. La curiosité l'emporte. Vous attrapez une des paires de ciseaux que vous aviez vues dans une des autres boîtes et commencez à massacrer le ruban adhésif, comme une brute. C'est loin d'être évident. Il vous faut presque arracher la boîte en deux pour l'ouvrir.
Vous y mettez toute votre force, quand tout d'un coup, vous vous penchez légèrement sur la caisse éventrée et voyez, tout au fond, une unique cassette noire. Un bout de papier collé dessus, indiquant en rouge majuscule « Ne pas regarder ». Vous reconnaissez là l'écriture de votre grand-père. En revanche, le texte servant de titre qui est écrit sur la cassette même n'est clairement pas de lui. L'écriture est chaotique, déstructurée. La personne qui a écrit cela doit être vraiment dérangée, ou ne pas avoir beaucoup d'égard pour la calligraphie moderne. Vous avez beau être le meilleur de votre classe en lecture, vous parvenez très difficilement à déchiffrer ces mots. Phénomène 228. L'arbre du paradis. Cette cassette vous intrigue. Pourquoi est-elle toute seule, enfermée dans une boîte? Pourquoi a-t-elle été condamnée à l'oubli? Est-ce là une autre de ces cassettes de films de guerre que votre grand-père vous a formellement interdit de regarder car, selon lui, ce n'est pas de votre âge? Après les avoir toutes regardées, malgré ses injonctions, ce n'était pas si terrible. C'était même plutôt excitant. Peut-être que cette nouvelle cassette s'avérera tout aussi intéressante. Elle vous appelle. Vous décidez donc d'enfin sortir de cette cave lugubre pour aller découvrir ce que cache ce mystérieux objet. Une fois dans le salon, vous allumez la télévision et insérez la cassette dans le lecteur. L'écran prend vie. Une image de piètre qualité, montrant des arbres et une petite colline pittoresque. Par-dessus ces images, vous pouvez entendre la voix chaleureuse d'un homme vous décrivant le paysage. Les couleurs de la vidéo sont assez vives et font un peu mal aux yeux. Vous trouvez ce petit documentaire assez spécial, mais d'une certaine manière assez apaisant. L'homme vous raconte l'histoire du lieu. Ce lieu qui abrite l'arbre du paradis, un magnifique grand chêne surplombant la vallée. Comme quoi cet endroit est inconnu de la foule et que seuls certains... C'est là. Deux grands yeux sur un visage déchiré et couvert de sang vous regardent. Ce n'est pas... Ça veut paraître, mais ce n'est pas humain. Sa bouche béante, le sourire difforme, s'étend plus haut que ses yeux. Des excroissances abominables. C'est grand, très grand, fondu sur lui-même. Des larmes coulent le long de vos joues. Impossible. Impossible de bouger, de détourner le regard. Ça voulait qu'on le trouve. Ça veut que vous le regardiez. Et ça vous parle. Cause a manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, you will not be able to move any part of you. When your doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. Les cloches ont sonné. Son message maudit est entré dans votre tête comme un parasite intraitable. Vous êtes damné. Quoi qu'il arrive, vous ne vous en sortirez pas. Voilà ce que vous répond votre inconscient face à cette attaque impie et irrésistible que cette hérésie matérialisée a menée sur votre être. L'écran s'éteint.
la créature disparaît de votre vision. Pourtant vos yeux continuent de pleurer. Quelque chose a changé, quelque chose de mal. Vous ne vous sentez pas bien, vous êtes nauséeux. Vous vous relevez difficilement, comme si vos jambes refusaient de vous porter. Vous n'auriez jamais dû entrer dans cette cave. Vous séchez vos larmes et retournez dans votre chambre vous occuper. Vous vous dites que ça va peut-être vous aider à oublier. Vous manquez de trébucher en montant les escaliers. Vos jambes sont encore frêles. Vous atteignez votre chambre, fermez la porte, et vous restez enfermé là, jusqu'au retour de votre père. Fiston, appelle-t-il. Mais votre père ne reçoit aucune réponse. Il pose alors ses affaires et va voir dans votre chambre. Il vous trouve en boule dans votre lit, en train de lire vos bandes dessinées. Vous pensez qu'il vaut mieux relire de chouettes histoires plutôt que de vous remémorer cet affreux visage décharné qui ne quitte plus votre esprit. Ce souvenir vous hante, mais vous parvenez tant bien que mal à vous focaliser sur d'autres choses, comme ces BD, que vous avez déjà lu tant de fois. « Et si tu venais m'aider à faire à manger ?» dit votre père. Vous descendez donc avec lui pour passer un peu de temps de qualité avec votre dernier parent. Ça ne peut que vous faire du bien. Pendant que vous coupez les oignons en lamelles, il vous demande comment s'est passée votre journée. « Bien, j'ai joué dans la chambre toute la journée, » lui répondez-vous. Hors de question qu'il sache ce que vous avez vu. Il vous tuerait pour avoir touché aux affaires sacrées de grand-père. Vous passez ensuite à table et le repas se passe tranquillement. Vous vous êtes régalé. Cette tartiflette était tout bonnement divine. Vous vous asseyez dans un fauteuil pour digérer un peu. Vous vous sentez fatigué, anormalement fatigué. Ça vous rappelle l'état dans lequel vous étiez quand vous aviez travaillé dur toute la journée dans le jardin sous un soleil cuisant l'été passé. Vous décidez donc de dire bonne nuit à votre père et d'aller dormir. Demain, vous espérez, sera un meilleur jour. Vous avez tout juste assez d'énergie pour monter les escaliers, avant de rejoindre votre terrier et de vous écraser sur votre lit. Après une journée pareille, vous êtes bien content de retrouver votre nid douillet, et en quelques instants, vous sombrez dans les bras de Morphée. Soudain, vous vous réveillez, brusquement, suant à grosses gouttes dans votre lit. Le réveil indique 3h03 du matin. Votre corps vous met en garde d'un danger imminent. Ce pressentiment vous plonge dans une panique incontrôlable. Vos yeux partent dans tous les sens en parcourant la pièce sombre. Jusqu'à ce que vous le voyez. Il se tient là, en plein milieu de votre chambre. Il vous fixe, son immense bouche grande ouverte. C'est une créature venue d'une conception de l'enfer encore jamais décrite. Phénomène 228. C'est comme ça que le cerveau humain l'a nommé. Psychiquement incapable de comprendre la nature ou la raison de l'existence de cet être malveillant. Il continue de vous fixer. Vous faites de même. Vous n'avez pas le choix. Son regard rempli de malice a comme une emprise implacable sur vous. Il vous immobilise
complètement. Vous êtes à sa merci. Ses yeux vous transmettent des visions d'horreur. Vous voyez des mares de sang couler du ciel. Entendez des rires et des lamentations qui s'entremêlent, multipliées à l'infini. Et ces trompettes diaboliques, encore et toujours. Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The scalding blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, melded by love and purest connection. Be still. Vous entrez dans une transe. Vous êtes totalement conscient de ce qui se passe. Ce n'est pas une paralysie du sommeil. Cette chose qui vous regarde en permanence, de ses yeux oppressants, est bien là, devant vous. Vous ne pouvez plus bouger. Votre corps ne répond plus aux commandes de votre cerveau. Il lui appartient désormais. Votre corps est votre prison, et la créature au visage bouilli est votre geôlier. Il vous fait savoir, en vous montrant des visions de l'avenir, que vous ne sortirez jamais de cet état, que vous ne cesserez jamais de le voir, et que uniquement vous le verrez. Vous vous voyez adulte, dans une chambre d'hôpital, toujours incapable de bouger, avec en face ce même visage horrifique. Vous ne pouvez même pas pleurer. Il ne vous l'accorde pas. Il continuera à vous torturer psychologiquement et physiquement pendant des décennies, jusqu'à ce qu'éventuellement vous périssiez. Et il en tirera une satisfaction malsaine, indescriptible. Autant vous dire que votre nuit est gâchée. Elle passe très, très lentement. Vous la passez à avoir des visions montrant des maux inimaginables pour un être humain. La créature continuant à se tenir au-dessus de vous. Le lendemain matin, vous priez. Vous priez pour que votre père vienne vous voir avant qu'il reparte travailler toute la journée. Vous priez comme vous n'avez jamais prié. C'est devenu votre seule arme contre le monstre qui est maintenant votre maître. Mais c'est loin de faire l'affaire. Votre foi n'est rien à côté des pouvoirs surnaturels qu'il exerce sur vous. Vous entendez votre père se préparer dans la salle de bain. Vous utilisez toutes les forces dans vos cordes vocales pour crier le plus fort possible. Rien. Aucun son ne sort de votre bouche. Elle ne s'ouvre même pas. Un pénible cri poussé par le démon, essayant de rigoler à votre malheur, atteint vos oreilles et résonne dans votre tête. C'est le plus grand des régals pour ce monstre malade. Vous entendez quelqu'un toquer à la porte. Votre père vient voir si vous dormez. La créature se moque de vous en faisant signe de son doigt tordu de vous taire. Vous ne répondez pas. Vous le voulez plus que tout au monde, mais vous n'en êtes pas capable. Votre père, votre espoir, s'en va. Vous vous dites maintenant que vous ne pensiez pas qu'une telle torture ou qu'une telle entité aurait pu exister dans ce monde. Le monde est bien plus cruel que tout ce que vous auriez pu imaginer. Et ça fait seulement quelques heures que vous êtes possédé. Vous voilà coincé une journée entière à la maison, seul, en proie aux horreurs interminables du visage bouilli.
Vous succombez à la folie. Vous êtes l'unique témoin d'un mal ésotérique si vaste qu'il semble engloutir votre existence même dans le néant. Et toujours ce sourire atrophié. Toujours ce plaisir impur qui se lit sur l'expression faciale de ce faux dieu malin. Il jubile et prononce une phrase qui aujourd'hui définit à elle seule votre vie tout entière. Rien que toi et moi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. C'était un podcast de Hugo Cabret. Je tiens à créditer Dr Nowhere, qui a été l'inspiration de ce personnage et de cet univers. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Merci à tous.